J'aime pas tellement en parler assis. C'est le câble, ça. Je devrais peut-être pas. Non, si je tords pas le fil, je prendrai les clés de temps, c'est pas grave. Je crois que c'est mieux que je reste debout. Alors, je remercie évidemment les Cliodos et Bruno de leur invitation, parce que d'abord, certes, c'est pas, contrairement à ses origines, c'est pas une réunion sur Internet, et c'est quand même bien de se voir. Et donc, d'autre part, c'est assez amusant et courageux de laisser aux intervenants totalement carte libre sur le sujet de leur intervention. Alors tant pis pour vous, si vous l'aurez voulu. Donc, le titre pour le moment ne doit pas trop surprendre par rapport. Simplement, avant d'entrer dans mon propre propos, je voudrais en rajouter une couche sur la doc photo. C'est en tant que j'ai évidemment signé toutes les pétitions en tant que l'un des responsables de numéros pas trop anciens. C'est évidemment un total désastre. Je sais que Nathalie Petitjean, qui a malheureusement été obligée de la quitter, la doc photo, et qui a été là pendant très longtemps, a tout fait pour, et essayer de voir d'ailleurs si ça ne pourrait pas être repris par une entreprise privée. Enfin, c'est rentable en plus, la doc photo, donc on peut avoir de l'espoir quand même. Bon, alors, je passe très vite parce que si j'ai bien compris, comme ça sera à 30 pétanques, c'est moi qui éponge les... voilà, je m'adapte, c'est pas grave. J'ai prévu évidemment 3 parties, donc la troisième, elle est facultative. Alors, je vais commencer tout simplement par des trucs extrêmement simples. Vous allez tout à fait vous y reconnaître. Voilà. Bon, si vous pouvez me passer le mobile. Bon, sinon je parle sans micro, c'est peut-être encore plus simple. C'est bon, tu peux y aller, on a réglé le problème. Bon, je peux y aller. Tu peux parler à lui. Si vous voulez, ça simplifiera peut-être. Voilà, alors donc, vous allez peut-être vous y reconnaître. Imaginez qu'on s'intéresse quelque part à un lieu, qu'on s'intéresse encore à ce lieu, puis encore à ce lieu. Alors je prends une deuxième étape, on s'intéresse à ce lieu, puis encore à ce lieu, pardon, et puis à d'autres lieux. Au bout d'un moment, alors j'étais un peu trop vite, excusez-moi, on s'intéresse au bout d'un certain temps aux origines des récits et du passé de la Méditerranée orientale. Puis on s'intéresse à l'Empire romain, et puis finalement on se dit, à l'extrême fin, par les routes de la soie, vous avez peut-être vous intéresser à la civilisation des Han. Bon, vous avez tous reconnu le cycle 3 du programme d'histoire, avec donc la France avant la France, en gros, puis la France, et finalement, classiquement, l'Antiquité. Donc, il s'agit bien du cycle 3 histoire. Alors, je peux vous faire la même chose, mais maintenant, évidemment, ça ne sera pas très surprenant. On peut s'intéresser au monde occidental, disons, pour aller vite, en tout cas. Plus précisément, au bout d'un certain temps, alors ce monde occidental étant, si je ne m'abuse, les Abbassides, Byzance et les Carolingiens. Ensuite, on peut s'intéresser à l'Europe médiévale, puis à l'Europe du XVIe, XVIIe siècle, puis aux révolutions du XVIIIe siècle, et finalement à la construction du vaste monde. Là, vous avez vu le cycle 4, qui se termine évidemment par une vision mondiale, et à l'extrême fin, de 45 à nos jours, un retour sur la même histoire politique française, si je ne me trompe, en fin de troisième. Bon, alors, je peux faire évidemment la même chose, vous allez vous y retrouver. On s'intéresse à l'habité local, on s'intéresse à l'habité national, etc., puis à l'habité européen. Finalement, on s'intéresse au vaste monde. Là, vous êtes dans le cycle 3 de géographie, vous êtes arrivé en 6e avec des thématiques générales. Et puis, on peut s'intéresser au vaste monde, s'intéresser à la Chine, à l'Inde, à un pays africain, aux États-Unis, pour revenir finalement en Europe et tout au bout en France. Là, vous êtes dans la géographie du cycle 4. Bon, vous avez vu ce qu'il fait. Mais je tenais à le faire sur des cartes. Alors, pour une raison extrêmement simple, qui est facile à comprendre, c'est les 2 cartes que vous venez de voir pour le cycle 3, c'est que, y a-t-il discordance ou pas? C'est une idée, vous voyez, un point de départ tout à fait élémentaire. Tel qu'on peut le voir les cartes, on pourrait le croire. C'est pas si simple de ce point de vue-là, mais il y a une certaine concordance. Inversement, si vous prenez le cycle 4, eh bien, la discordance est beaucoup plus manifeste. Alors, je voulais juste dire une chose, c'est que, et c'était juste une mise en bouche, comme on dit dans d'autres contextes, si vous
une affirmation sur laquelle je crois que si on faisait un sondage, nous serions tous d'accord, c'est qu'on ne comprend pas une société si on n'a pas une idée de son histoire. Voilà. Or, nous passons notre temps à enseigner beaucoup de sociétés qui n'ont pas d'histoire. Parce que quand en géographie on étudie la Chine, les États-Unis, alors j'ai fait une chose plus... Bon, je me suis amusé à mettre tous les lieux qui avaient à un moment ou un autre dans mes souvenirs, j'ai pas été au-delà de mes propres souvenirs, en tant qu'élève et enseignant, étaient dans les programmes de l'enseignement du niveau collège. Parce que de mon temps, c'était même pas du collège. Donc vous avez pratiquement tous les pays européens, je ne les ai pas mis, mais vous avez aussi la Turquie, bien sûr les États-Unis, la Russie qui a joué un grand rôle du temps de l'URSS dans les programmes, le Japon, avant même que ce soit plus la Chine, l'Inde bien sûr, mais aussi le Brésil, un pays, l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui ont été des vedettes de nos programmes, le Canada, l'Argentine, l'Australie, je me suis, je crois, arrêté là, j'ai mis etc. Parce que la liste est longue. Bien évidemment, nous ne connaissons rien, enfin en tout cas nos élèves, par notre intermédiaire, ne connaissent rien des histoires de ces pays-là, hein. Ce qui ne nous gêne pas tellement. Alors on vient tout simplement de buter sur un truc qui est très français, parce que nous enseignons de l'histoire géo, ce qui est une spécificité. C'est pas unique, hein, il y a quelques rares pays comme le Japon, mais c'est très très rare d'avoir ce couple, et que vous avez un partage des tâches qui s'est fait il y a à peine 150 ans, à la fin du 19e, qui est très très simple et très peu théorique, qui est passé-présent. C'est absolument tout. Donc nous enseignons en géo fondamentalement du présent sans passé. C'est une constante, et ça ne nous gêne pas, peut-être pas outre mesure, ce qui est tout à fait contraire à ce qu'on est censé afficher. Bon, alors évidemment, si je revenais aux cartes précédentes, il y aurait bien un élément d'un compromis entre deux finalités sociales de notre métier, qui sont à la fois de fabriquer du nous et d'initier à de la science. Ce qui est vécu en théorie dans nos discours comme non contradictoire, mais l'est fondamentalement. Par exemple, une chose dont on aime bien se vulgariser, mais je ne vais pas aller loin parce que c'est la polémique inutile, c'est dire que nous avons comme particularité d'enseigner l'esprit critique, c'est la particularité de toute approche scientifique, quelle qu'elle soit. Sinon, c'est pas de la science. Donc le prof qui s'intéresse à la matière, le prof de physique, le prof qui s'intéresse à la vie, et le prof qui s'intéresse à la société, trois grands champs de connaissances, me semble-t-il, ils sont tous, ils apprécient tous et de manière égale à l'esprit critique. De même qu'à l'apprentissage des logiques, que sont les mathématiques et la philo. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais simplement pour dire que notre spécificité, c'est d'être ceux qui touchent au mot société, à la notion, à la fait de société. Alors, il y aurait tout un domaine de réflexion que j'ai hésité à aborder et que je n'ai pas abordé finalement, qui est le fait que depuis une trentaine d'années, le social s'imbrique beaucoup plus dans le reste, dans le monde de la matière et dans le monde de la vie, hein, les deux autres champs que j'évoquais, parce que ce soit par les sciences de la cognition ou que ce soit par l'anthropocène, pour prendre deux notions à la fois à la mode et tout à fait présentes, on est dans quelque chose où les limites ne sont plus ce qu'elles étaient entre nature et culture naguère. Et d'autre part, par le fait qu'on découvre de plus en plus de social chez des non-humains. Non seulement imbriqués dans le social des humains, mais qu'il y a des faits de société, par exemple des transmissions langagières ou de culture technique, non seulement chez des mammifères, mais même chez des oiseaux, et que maintenant, il y en a qui voient du social, et je ne suis pas sûr qu'ils aient tort, chez les arbres. Donc vous avez là quelque chose qui est un objet d'étude du social, pour nous, si j'ose dire, mais qui n'est pas simplement l'humain. De même, évidemment, que l'humain est un corps physique et un être vivant. Donc on est aussi objet du cours de physique et du cours de biologie. Voilà. Alors, si j'avais, c'est un exercice que je me suis amusé à faire, que je ne vous infligerai pas, évidemment, c'est de faire une interro écrite, qui est de définir le mot société. Alors, je peux vous dire que pour nous qui sommes censés être spécialistes des sciences sociales, de représenter dans l'enseignement élémentaire et secondaire, eh bien, c'est très très difficile. Il faut dire que les dictionnaires ne font pas mieux d'ailleurs, et que même souvent, y compris en sociologie, ils évitent de définir vos sociétés. Ou alors ils en font l'histoire, mais ce n'est pas la définition.
Donc, je vais tourner autour de ça, de ce qu'est le social, et pour dire que ça pose quelques petits problèmes. Donc, le principal point, c'est ce qui pour moi est fondateur de GeoHistoire, donc ça ne vous étonnera pas, mais de voir la tension entre, et il y en a certainement à qui j'ai déjà infligé ce raisonnement, parce que j'y tiens, la tension entre la production d'un groupe restreint qu'on appelle une société et d'autre part l'ensemble de l'humanité. Parce que là, à la différence du social chez des animaux ou des arbres, c'est quelque chose de très différent chez les humains, que j'appelle souvent hypersociaux. Bon, je peux le traduire par un bref historique, d'ailleurs, en bifurcation, et puis si j'ai un peu de temps, je ferai un tout petit peu de théorie à la fin sur l'épistémologie, plutôt sur le rapport avec les défis qui sont ceux, pour nous, d'une pensée mondiale. Alors, cela dit, je disais que souvent on ne se définit pas comme des sciences expérimentales, ce qui nous oppose aux physiciens et aux biologistes. Je ne suis pas sûr, et entre autres, les uchronistes sont heureusement quelque chose qui commence à être libéré. Ce n'était pas nouveau chez les géographes, je peux vous dire, mais des utopies de ce point de vue-là, plutôt que des uchronies. Mais Pierre Singaravello, par exemple, vient de faire l'année dernière un bouquin là-dessus, c'est quelque chose d'important, effectivement, d'essayer de réfléchir en termes de scénario. Bon, mais si j'ai le temps seulement, je vous évoquerai quelques idées au passage. Alors, puisque j'ai évoqué nos barrières un peu floues par rapport au monde biologique, je vais commencer par la pure bio, et pour vous dire que tout notre problème commence là. J'ai pris un bassin, alors c'est pas parce que moi j'ai des hanches en titane que je suis obsédé par ça, d'ailleurs il faudrait que ce soit plutôt un bassin féminin, ce qui n'est visible dans mes souvenirs d'anthropologie que si quand on a juste un squelette, on ne peut le déceler si c'est un homme ou une femme que s'il y a eu accouchement. Parce que ça modifie le bassin. Bon, et justement, c'est d'accouchement qu'il est question, parce que, à la différence, vous voyez, d'un bassin d'un chimpanzé, comme celui qu'on a à gauche, là, vous avez quelque chose qui modifie profondément, parce que nous sommes verticaux, je ne vais pas développer, c'est très simple à comprendre, mais je ne vais pas développer ça, ça modifie profondément l'organisation générale du tronc par rapport aux autres mammifères. Ça se voit très bien dans le jour où justement c'est une forme de coupe, de bassin, pour tenir l'ensemble de nos viscères, et ce qui modifie profondément, entre autres, l'accouchement. Ce qui fait qu'on a cette particularité biologique d'être tous des prématurés. C'est vraiment un élément essentiel et c'est fondateur de notre hypersocialité par rapport à d'autres, parce qu'on est très tôt, de manière non complète, et entre autres non complète dans nos fonctions biologiques de motricité. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, je ne vais pas m'en priver. Vous pouvez comparer le petit d'une espèce qui vous déchire, enfin peut-être, avec le petit d'une autre espèce très très proche, biologiquement, là c'est une petite gazelle. Bien, le petit gazelon que vous voyez, il faut qu'il puisse courir dans les 15 minutes après sa naissance. C'est la seule manière que cette espèce a, et qui n'est pas inefficace, de se protéger des prédateurs. Sinon, bah oui. Donc bon, alors maintenant vous mettez le petit bébé qui est à droite dans la même situation, et vous imaginez une hyène en train de rôder autour du groupe de mammifères. Bon, bah le bébé il est fichu si c'est qu'il se déplace par ses propres moyens. Donc oui, nous sommes extrêmement handicapés, il faudra même attendre longtemps avant qu'il puisse s'en sortir, le petit. Mais évidemment, ça signifie que nous sommes programmables, c'est un terme que je peux prononcer ici. Donc vous avez le fait que l'un des éléments contradictoires avec notre bassin de plus en plus étroit, on a une impasse biologique, l'espèce humaine. Donc d'avoir un bassin de plus en plus étroit et une tête de plus en plus importante, c'est qu'effectivement notre grosse tête est très programmable, offre énormément de possibilités, notre gros cerveau, et inversement, le fait que l'on se programme très tôt, c'est-à-dire en temps prématuré, évidemment modifie profondément les choses. Alors ça, comme résultat, c'est que justement pendant très 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 longtemps, à la différence des autres mammifères ou des oiseaux, pour prendre les deux grandes familles qui s'occupent de leurs petits, où il y a donc une transmission, qui est une transmission non génétique, qui n'est pas transmise par l'ADN, à la différence du tortue ou d'autres animaux dont sont beaucoup moins sociaux.
les oiseaux, par exemple, apprennent le chant hein, à leurs petits, et de ce fait, les chants sont variables d'une région à l'autre. C'est donc du social, du non-biologique. Hein, mais, alors c'est encore plus vrai dans une horde de loups, et je ne vous parle pas des chimpanzés. Mais c'est encore plus vrai, évidemment, pour les petits de l'espèce humaine. Et les petits de l'espèce humaine, ils ont besoin d'énormément de proches, enfin d'énormément, d'un groupe de proches assez important. Alors ça, c'est absolument essentiel, c'est fondateur de notre hypersocialité, parce que ça signifie que les petits, ils ont besoin non seulement, évidemment, d'une mère allaitante, enfin, en tant que quelqu'un qui nourrit biologiquement, dans les formes traditionnelles, hein, on s'entend, mais également d'un certain nombre d'autres éléments qui vont eux-mêmes protéger la mère au moment de l'accouchement et comme difficulté par rapport à d'autres mammifères, et vont employer tout un système d'entraide, et c'est bien ce que nous, on appelle des proches. J'ai volontairement pris ce terme d'une part parce qu'il est très flou hein, quant aux structures anthropologiques, il peut s'adapter à beaucoup de choses, mais aussi parce qu'il a un sens géographique. C'est-à-dire que ça permet la proximité, exactement ce qu'on fait ce matin, d'être physiquement proche, d'avoir des interrelations extrêmement fortes à l'intérieur d'un groupe, et dont la principale interrelation, et c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est de communiquer par le langage, qui de ce fait est différent d'un groupe à l'autre, d'une certaine importance, et va donner une grande diversité. Remarquez, alors évidemment toutes les familles ne sont pas aussi versaillaises que celle-là, mais enfin c'est dit pour vous amuser. Remarquez que l'espèce humaine par rapport à tous les autres mammifères a cette particularité d'élever plusieurs portées en même temps. Alors, généralement c'est des portées d'un individu, mais c'est d'avoir des frères et sœurs, c'est une notion qui n'est pas féline ou canine, comme pour prendre simplement des mammifères qu'on connaît bien. Alors ça veut dire qu'on a besoin de proximité, hein, et j'insiste, une proximité kilométrique, géographique, physique pendant très très longtemps, même si évidemment dans une communauté fondée sur Internet c'est moins évident. Alors, deuxième chose, nous sommes totalement contradictoires avec notre propre mobilité. Alors, je ne veux pas faire de la géographie de base pendant longtemps, mais notre mobilité, elle est physique, elle n'est pas négligeable. Hein. On peut marcher, la Terre est petite, hein, donc 40 000 km, c'est pas grand-chose. On pourrait, en marchant tout droit, s'il y avait une route, faire le tour de la Terre en moins de 4 ans. Mais ça permet des diffusions assez rapides. Il n'y a pas à s'interroger sur la diffusion de l'humanité, sans compter que depuis quelques années, on est tout à fait persuadé de l'importance de la navigation paléolithique. Enfin, ça c'est quelque chose qui me fait encore renforcer cet élément-là. Mais notre mobilité, elle est aussi liée à des capacités d'adaptation en fabriquant des artefacts qui créent des milieux, des micro-milieux qui sont propices à l'homme, puisque biologiquement, nous sommes normalement adaptés à la savane arborée chaude. Ce qui n'est pas le cas sous cette climatisation d'ailleurs. C'est mon manque de couverture forestière. Si je vous ai mis ici une aiguille à chat, vous voyez cette petite aiguille, ici elle est en os avec un trou, donc vraiment l'aiguille de couturière. Le petit-fils de couturière là, qui vous parle. Et l'aiguille, cette aiguille, elle a 20 000 ans. Alors, on n'est pas à peu près persuadé qu'il y en avait des beaucoup plus anciennes, mais comme la plupart étaient dans des matériaux extrêmement plus périssables que de l'os, du bois en particulier, beaucoup d'aiguilles d'arbres ou de cactus sont tout à fait transformables en aiguilles à chat. Ça permet donc de la couture, qui est une pratique dès le paléolithique. Or, sans la couture, je crois que je vous ai mis une image de Tzi, d'Hibernatus, si vous préférez. Lui, il a 3000 ans, hein, 4000 même. Mais peu importe, sans cette capacité à faire des vêtements ajustés et non plus drapés, une simple peau de bête, si vous voulez, drapée, on n'aurait pas franchi le détroit de Bering, par exemple. Hein. Donc, c'est un élément extrêmement, donc peuplé l'Amérique. C'est un élément extrêmement important pour comprendre la diffusion que cette adaptation au milieu, la seconde étant l'autre micro-milieu, c'est le bâtiment, hein, le logement, et puis évidemment beaucoup plus ancien, la maîtrise du feu. Ce qui fait que l'homme a cette particularité d'être la seule espèce depuis très très longtemps, hein, au moins 20 000 ans, totalement mondialisée. Sauf à prendre en compte des espèces mondialisées comme les puces, les blattes ou les rats, dont nous sommes le milieu.
Il y en a des plus petits encore et des plus graves, mais il y a effectivement d'autres espèces mondiales. Sinon, vous prenez tous les éléphants, etc. Ils n'étaient pas en Amérique, ils étaient déjà différents en Asie, en Afrique, etc. Alors, vous multipliez les exemples, vous n'avez pas d'espèces mondialisées. En tout cas, je parle des espèces terrestres. Voilà, d'où cette chose particulière, c'est que cette espèce d'origine africaine, il y a, alors maintenant on remonte à 100 000 ans, je parle que de Sapiens, hein, évidemment les espèces antérieures l'ont fait, c'est diffusé dans l'ensemble de l'Euphrasie, pour aller vite, l'ancien monde si vous préférez, en Australie il y a au moins 60 000 ans, en Amérique maintenant on en est plutôt à 40 000, et puis avec des diffusions pour l'ensemble de l'Amérique, sans compter cette aventure extraordinaire, la plus grande diffusion avant les grandes découvertes européennes, que sont la diffusion des Polynésiens, très probablement d'ailleurs jusqu'à l'Amérique, hein, mais enfin dans l'ensemble du Pacifique, sans compter Madagascar. Voilà, donc vous voyez, parmi les uchronies, je n'irai pas plus loin, mais il y en a une qui m'est chère, c'est de dire si le monde n'avait pas été construit par un groupe social, une société qui habitait à l'ouest de l'ancien monde, de l'Euphrasie, les Européens donc en l'occurrence, eh bien ça aurait pu être par des Polynésiens, des Chinois, enfin bon, il y a beaucoup d'autres références, je pense qu'ils seraient faits de toute façon, mais vous avez là des hypothèses qui sont tout à fait intéressantes. Oui. Ça veut dire qu'il me reste 10 minutes, c'est ça? D'accord. Bon, alors ça va aller très vite. Alors, le résultat, c'est que vous avez non pas, il y a bien une humanité qui s'est diffusée relativement rapidement, donc il y a une grande unité biologique, mais il y a plein de sociétés différentes, avec cette contradiction du fait qu'on a besoin d'être très proches les uns des autres. Le meilleur exemple, c'est la carte des langues. Là, je l'ai évoqué au XVe siècle, parce que c'est là où il y a le maximum de diversité linguistique, mais vous avez un élément important. Voilà, bon, alors je vais sauter les images, ça sera plus simple, parce que ce n'est pas les plus importantes. J'avais pris quelques autres images pour évoquer l'idée qu'il y a des sociétés, et qu'on s'en étonne pas assez, hein, qu'il y a une grande diversité de sociétés humaines, alors que si vous prenez, je ne sais pas moi, des loups, hein, ça sera quand même beaucoup moins différent, et que ça aboutit à ce que j'appelle le puzzle, ce qui est un vrai puzzle d'ailleurs par ailleurs, mais symbolisé par les nations, les États dans notre carte, mais qu'on connaît bien, j'ai commencé par là d'ailleurs, hein, comme fond de carte, mais qui est une particularité qui n'a rien à voir avec d'autres types d'espèces vivantes et qui mérite beaucoup plus d'attention qu'on ne le fait. Mais qui aussi a comme conséquence la pensée puzzle, ce que j'aime bien, c'est-à-dire le fait que on pense en fonction, et je trouve que les programmes que j'ai évoqués au départ, beaucoup trop longuement, mais pas du temps, c'est quelque chose qui relève beaucoup de cette pensée puzzle. Alors, le deuxième élément, c'est que si je prends le petit modèle de répartition des sociétés que j'avais fait, ah oui, sauf qu'il y avait... Ah oui, pardon, c'est que je ne suis pas en projection. Il y avait une petite animation. C'est juste pour vous dire une chose à laquelle je tiens. Voilà, je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, dire les sociétés se dispersent en fonction des terres émergées, en gros, d'une manière qui peut apparaître ici comme totalement aléatoire. Et le résultat, c'est que vous avez des sociétés qui sont plus centrales que d'autres, certaines qui sont beaucoup moins reliées, ou qui sont moins branchées ou connectées, ça serait le meilleur mot, et certaines qui sont même presque totalement isolées. Or, il y a un élément qui me semble important, c'est que nous avons pour partie l'histoire de nos voisins, réciproquement bien sûr, et comme nos voisins ont aussi d'autres voisins, nous avons pour partie les histoires des voisins de nos voisins, etc. Donc là, pour moi, c'est un élément totalement fondateur d'une pensée géographique de l'histoire, c'est-à-dire de se demander que ce qui se passe est fonction de sa position géographique. La réponse, l'élément, pour employer une formule de fin de paragraphe brodélien typique, est réciproquement. Non, mais c'est pas une plaisanterie, je veux dire, il a parfaitement raison, c'est systémique. Voilà. Bon, alors je saute encore un peu plus loin, puisque j'ai peu de temps, voilà. Et simplement pour... je vais juste dire deux mots de cette carte j'avais évoqué, pour vous dire que parmi des éléments, alors là j'ai l'impression d'être un géographe très classique en disant ça, c'est de faire remarquer les types d'inversions que l'on a pour comprendre les processus historiques. Si vous pensez les processus historiques tous il y a, disons, 3-4 000 ans et encore plus, il y a 10 000 ans, néolithique, vous allez penser dans un milieu environnemental qui est celui de savane, de steppe,
de milieux semi-arides, et entre autres du croissant fertile de la Chine du Nord, des plateaux mexicains, etc. C'est pas systématique, mais c'est largement vrai. Si vous prenez les cartes des densités actuelles qu'on présente à nos élèves en 6e, eh bien c'est exactement l'inverse. Vous êtes dans des milieux naturels de forêt. On va commencer par ici, précisément, où nous sommes. Donc l'Europe, c'est naturellement une forêt dans le milieu de climat actuel, de même que l'Amérique du Nord-Ouest, de même que l'ensemble, l'essentiel de la Chine, de l'Inde, de toutes les masses de densité, pour la bonne raison qu'il y a un rapport avec la fertilité du sol. Enfin bon, je ne vais pas développer, c'est facile à comprendre, mais c'est une carte de base qui me semble tout à fait intéressante. Alors, je ne vais pas développer les autres, les bifurcations ultérieures. Il y avait quelques uchronies intéressantes, mais bon, entre autres, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est de rappeler que l'Amérique a pu être occupée par une poignée d'Européens, simplement parce que ce sont les microbes de l'ancien monde qui ont liquidé la population américaine avant et à près de 90% en l'espace de 2 siècles, et particulièrement là où les densités étaient plus fortes. Et il aurait suffi, tout le monde me dit, mais pourquoi ça n'a pas été dans le sens inverse? C'est une parfaite uchronie. Pourquoi les Américains n'avaient pas un méchant microbe? Alors, il y a des raisons, hein, mais je ne vais pas les développer. Pourquoi les Américains n'avaient-ils pas un méchant microbe qui fait qu'aux colons, on va ramener une peste qui aurait tué 90% de l'ancien monde? C'était tout à fait plausible. Enfin, biologiquement, ça n'a rien d'extraordinaire. Évidemment, on ne serait pas là en train de raconter cette histoire. On en raconterait une autre façon. Bon. Alors, dernière chose sur laquelle il me reste, combien? 5 minutes? 3. Bon, bien, c'est beaucoup encore. Alors, je vais juste la résumer comme ça. Simplement pour vous dire, il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel aujourd'hui, c'est de bien faire la distinction entre le mondial et l'international. L'international, c'est le puzzle, hein, c'est l'ensemble des nations, si vous voulez. Or, c'est quelque chose qui est fondamental. Et là, je vous ai mis 2 cartes du 19e siècle. L'une, la révolution industrielle, c'est la réduction des distances et la densification de niveau économique à l'échelle européenne et au-delà. Et en même temps, exactement simultanément, c'est le printemps des peuples, c'est-à-dire la fabrication du puzzle des nations, d'un fractionnement d'ailleurs, de la carte européenne. Ce qui en même temps libère l'économie en lui laissant la possibilité d'avoir des lieux sur lesquels on peut passer de l'un à l'autre. Ça, c'est un élément qui s'est produit en Europe avec des racines très anciennes, médiévales, mais enfin qui s'est produit vraiment au XVIIIe, XIXe siècle et qui s'est étendu au monde, la disjonction entre le politique qui est local et l'économique qui est global. Et qu'il n'y a pas de blocage là-dedans. Si ce n'est que l'économique intervient sur le politique local beaucoup plus que l'inverse. Donc, je ne vais pas prononcer le mot capitalisme, mais ça pourrait évidemment se traduire en ces termes-là, mais peu importe. Vous avez là quelque chose d'absolument essentiel qui, je crois, nous pose quelques problèmes, et pas seulement intellectuels. Hein. Bon, et ça ne va pas s'arranger parce qu'on peut augmenter facilement le nombre des États. Alors, dans la minute et demie qui doit me rester, je vais donc... J'aime bien faire ce petit calcul, mais je vous le laisse. Combien y a-t-il en moyenne d'habitants dans un État actuel? Bien, vous pouvez faire une courbe depuis près d'un siècle, le nombre n'augmente pas, alors que la population mondiale augmente, mais le nombre d'États ne cesse d'augmenter aussi. C'est absolument 2 courbes parallèles, pratiquement. Ça tourne toujours d'une trentaine de millions. Et vous avez là quelque chose qui fait que le pouvoir politique, pour les élites, ne cesse de réduire son emprise. Bon, alors, dernière chose, j'ai évoqué en introduction le défi à l'étude du social, à la compréhension du social qui était aujourd'hui posé par le flou croissant, et c'est très bien intellectuellement, entre ce qu'on appelait la nature et ce qu'on appelait la culture, c'est-à-dire entre... Peut-être que pour un géographe, avec les racines, c'est pas le plus difficile, mais c'est un défi énorme, c'est-à-dire de bien réfléchir à ce qu'est le social dans ce qu'on a enseigné, et ce qui est le social qu'on veut transmettre, entre autres termes de nous, d'identité, d'une part, et d'autre part, le mondial, ce que j'ai évoqué dans le terme rapide de construction, c'est-à-dire de penser un nous dans un ensemble vaste, ce qui n'est pas, il aurait suffi, j'ai plus le temps peut-être, mais je vais prendre, je vais vous raconter ce qui était... Bon, voilà, je vous mets une carte de la transition démographique. Intellectuellement, c'est un parfait exemple. J'ai longtemps utilisé la transition démographique pour dire, voilà, c'est un beau modèle historique,
Il n'y a aucune géographie dans la transition démographique, il n'y a que de l'histoire. C'est-à-dire ça explique du temps, ça explique des successions de périodes. Et ça l'explique, c'est un modèle. Mais comme c'est un modèle, on l'enseigne en géo. C'est souvent en termes de didactique, j'ai souvent utilisé cet argument là-dessus. Mais c'est pas, peu m'importe que les historiens, et qu'on devienne historien souvent par allergie à la modélisation et à la théorie, qu'on aime la particularité plutôt que la généralité. C'est un grave problème corporatif, si j'ose dire, hein, de modalités qui font qu'on devient historien. Mais si je mets simplement cette carte, pour vous dire, c'est qu'on est typiquement dans un modèle historiciste, c'est-à-dire de la modernité, pour reprendre le vocabulaire de la post-modernité, et que là, on est dans quelque chose qui nous explique des périodes de temps. Et cette carte ne donne que des périodes projetées sur un puzzle. Et il n'y a strictement aucune géographie qui nous explique, c'est-à-dire qui nous expliquerait pourquoi à tel endroit c'est comme ça et pas à tel autre. À moins évidemment de projeter les tropiques dessus, c'est un peu autre chose. Voilà, alors je laisse le reste de cet élément purement que pose la mondialisation, c'est-à-dire le fait d'être en train de penser le tout en même temps. La simultanéité. Et c'est pour ça que j'avais commencé par des planisphères en plaçant des pays. Je m'étais amusé, je me souviens avoir fait rire un amphithéâtre à Blois l'année dernière en faisant remarquer qu'il y avait un mode d'emploi très facile pour faire un manuel d'histoire, un bouquin d'histoire globale, qui était de faire appel à 40, 50 ou 60 auteurs différents, à qui on demande d'abandonner l'ordre d'auteur d'ailleurs pour que ça soit vendable, parce que ça va faire nécessairement un gros livre. Ensuite, de les mettre dans un ordre, de choisir un cadre dont on dit qu'il n'a pas de pertinence, donc il faut bien dire en introduction, ça n'a aucun sens, le 15e siècle, le 19e siècle, la France depuis 30 000 ans, pour faire allusion à 3 livres que vous avez reconnus, et je crois que les auteurs sont des copains, donc je ne veux pas, c'est pas méchant. Dire vous faites ça et vous dites maintenant, ensuite je vous les mets dans un ordre aléatoire, alphabétique, chronologique, etc. Enfin un ordre qui ne m'engage pas trop, et vous faites un succès de librairie. C'est pas la jalousie du géographe. Hein. On me tanne pour que je fasse une géographie globale de la mondiale de la France. Donc, voilà. Mais ce mode d'emploi, il est tout à fait significatif. C'est-à-dire on ne sait pas comment construire une pensée du monde. Une pensée historique du monde. Voilà. Et ça nous pose un sacré problème. Ce qui, effectivement, peut nous ramener au point de départ, c'est-à-dire qu'il est quand même plus facile de se contenter de construire le nous là-dedans, ou les nous, et comme il y a plusieurs nous, ça ne va pas être forcément simple. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le reste de mon petit propos, et j'en conclus, parce que je suppose que j'ai déjà allègrement dépassé mon horaire. J'arrive à lire mon truc. Ah, il n'est plus bougé. Bon. Alors... F5. Ouais, non, mais c'est bon là. Voilà. C'était juste pour vous dire que j'aime beaucoup terminer en général mes topos en citant une phrase de Jacques Lévy. C'est pas vraiment étonnant. Voilà. Voilà, bon, c'est pas Jacques Lévy. Vous avez reconnu Mars Attack. Hein. J'aurais pu prendre autre chose. Et la phrase de Jacques, c'est « Le monde n'a pas d'ennemis ». Quoi qu'on pense, il n'y a pas d'aliens. Hein. En tout cas, nous n'avons pas à faire intervenir dans nos uchronies une éventuelle unité de l'humanité et globalité de la pensée et de la direction politique sous direction hollywoodienne et états-unienne, non mais si le monde n'a pas d'ennemis, il a de sacrés problèmes, ce qui nécessite effectivement qu'on n'a pas le choix et qu'on sera bien obligé de penser global. Voilà.